Je vais passer la parole. Merci Sophie. Je veux juste ajouter la bienvenue à tout le monde. Je suis Karen Hardy de What Works, l'association What Works, et on est vraiment content de voir qu'il y a plus de 700 personnes qui se sont enregistrées, qui est une indication d'intérêt dans ce sujet pour avancer les droits humains et la PF, qui est l'ordre pour la prochaine décennie. Nos objectifs aujourd'hui, je crois qu'on a un ordre de jour très ambitieux et qui va souligner qu'il y a des changements qui ont pris place depuis le 2019. Il paraît que ça fait vraiment longtemps. Et c'était aussi quand on était en train de célébrer le ICPD au Nairobi 25. Et bien sûr, les défis et les opportunités pour les droits de l'homme qui ont été le fruit de ce travail, sans mentionner COVID, bien sûr, au niveau national. Et on veut parler aussi des stratégies et approches et, euh, et outils euh, qui ont été implémentés pour les droits de l'homme et qui sont aussi la fondation pour ce que on espère sera une session satellite pour la l'APF basée sur les droits Thaïlande pour le 2022, qui est similaire à la session qui avait pris place à Kigali en 2018. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Durant, durant les 90 minutes qu'on a aujourd'hui, on va donner la bienvenue de la part des leaders dans notre champ et aussi une discussion avec nos collègues régionaux pour avoir cet engagement pour des actions programmatiques. Et puis, on va parler des outils pour intégrer les droits de l'homme dans la pratique de l'APF. Et puis, bien sûr, on aura la clôture avec FP 2030. Maintenant, je voudrais donner le programme à mon collègue Ben Light, qui est le conseiller politique dans la branche de la FNUAP, qui va modérer notre première session. Je vous passe la parole, Ben. Merci beaucoup, Karen. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Ben Light de la FNUAP. Comme Karen a mentionné, je vais modérer cette session pour euh, euh, créer le champ avec le leader de la communauté de FNUAP. Malheureusement, Dr. Jolie de Bill Melinda Gates n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui et donc Dr. Adiko va faire des remarques à sa place. La première question, le premier thème pour lequel on est en train d'inviter des panélistes à faire des commentaires et pour créer la scène un peu, un des problèmes dans l'APF. Et premièrement, je veux juste souligner comment les droits de l'homme sont positionnés dans les programmes de l'APF. Et j'ai l'honneur de donner la parole à Dr. Samokeliso Dubé, qui est directrice exécutive de l'APF 2030. Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez? Fantastique. Merci beaucoup pour cette présentation. Des remarques d'ouverture. Je veux tellement contente que le monde comprend l'importance de mettre les droits de l'homme dans notre approche de l'APF. Je crois que c'est très important parce qu'une fois qu'on commence à pousser ces chiffres pour s'assurer qu'il y a un accès à ces services de qualité de manière fondamentale en donnant aux femmes les outils pour utiliser pour se protéger elles-mêmes durant leur grossesse ou bien les grossesses non désirées. Ça, c'est vraiment un processus avec lequel commencent ces initiatives. Et je suis tellement honorée de co-présenter cette réunion avec tout le monde ici. On est tellement content que le monde commence à prendre ça sérieusement parce que l'APF, après tout, est un droit. Merci beaucoup, Ben, pour cette présentation. Dr. Samo. Merci beaucoup, Dr. Samo.
Maintenant, c'est un plaisir de donner la parole à Dr. Gifty Ateka. Je vous passe la parole, Gifty. Merci, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous mes collègues ici. Je veux remercier FP 2030, USAID, la Fondation Melinda Gates et l'Association pour leur partenariat inclut cet événement et cette première discussion de défi à une planification familiale basée sur les droits de l'homme et bien sûr pour pouvoir trouver des solutions. Euh, Dans le mandat de la FNAP, on veut montrer que les droits des femmes et jeunes filles à leur autonomisation et faire leur propre choix, aussi les droits de femmes pour prendre leur propre choix en ce qui concerne leur santé reproductive a été reconnu dans beaucoup de, de traités de droits de l'homme. On sait que la FNUAP a reçu des informations de la part de 27 pays qui montrent que la moitié des femmes qui ont l'âge de reproduction ne prennent pas leurs propres décisions. Donc, elles ne peuvent pas prendre leurs propres décisions en ce qui concerne l'utilisation des méthodes contraceptives, etc. Et bien sûr, ces problèmes ressortent aussi grâce à leur mari ou famille, ou bien qu'elle n'est pas vraiment informée qu'elle a un choix. Et on sait aussi de la part de ces informations que entre 5 pays ont des lois qui restreignent l'accès à la contraception à la femme et elle a besoin que son mari consente à l'utilisation de ces services. Et des situations pareilles dont les droits individuels sont désestimés, la faute d'accès, la faute de droit d'information, il n'y a pas assez de mécanismes pour ressortir ces violations et enfreintes contre les droits de l'homme. Et donc, on est en train de travailler sur cela pour appuyer les capacités des mécanismes de droits de l'homme et minimiser ces enfreintes de ces droits de reproduction, les droits de la santé sexuelle pour les femmes et les jeunes filles. Et aussi, on engage de manière stratégique avec les droits de l'homme, les mécanismes de droits de l'homme des Nations Unies pour pouvoir positionner et appuyer l'implémentation, la mise en œuvre de ces pays, inclut l'APF. Et on est en train d'appuyer la société civile et les droits de l'homme, inclut en particulier les femmes et les jeunes filles, pour pouvoir soutenir le droit de l'homme et le droit de la santé sexuelle et reproductive. Et donc, on sait qu'une femme qui est informée, elle a plus d'opportunités pour rester à l'école et continuer à apprendre. Donc, notre plan stratégique pour le 2022 jusqu'au 2025 va appuyer ces femmes de manière directe. Et on va utiliser une approche basée sur les droits humains, parce que cette approche est un des accélérateurs prioritaires pour pousser ces résultats. Au niveau national et mondial, on est engagé pour assurer l'APF, assurer que tout le monde peut faire des choix informés sur quand, si et combien de fois d'avoir des enfants. Merci beaucoup pour votre attention et j'ai hâte de continuer cette discussion. Merci beaucoup, Gaftier. Je voudrais maintenant donner la parole à Dr. Samo pour des remarques additionnelles. Merci. Oh, merci, merci, Ben. J'étais en train de m'assurer qu'on dit bonjour à tout le monde ici aujourd'hui. Je suis tellement contente que ma collègue ici, Gifty, qui vient de souligner l'importance d'utiliser les droits humains à l'APF et ajouter ça à l'ordre du jour de l'APF. Je crois que le thème qu'on a aujourd'hui, Ben, qui a été vraiment souligné sur comment on peut avancer les droits de l'homme sur cet ordre de jour les prochaines décennies, et je crois que donner les droits de l'APF, on doit se concentrer sur ce qu'on peut faire en tant que collectif, inclut l'intégration des droits dans la programmation et malgré
tous les défis politiques, sociaux, etc., qu'on a vus les dernières 2 années, je crois que aussi cette réunion, comme on a vu déjà, va mener ou bien va culminer ce qu'on va discuter en novembre cette année. Euh, je pense qu'on va s'engager sur la mise en œuvre en tant que partenaire. On va partager les informations sur comment on peut mesurer les interventions autour de ces droits et on peut apprendre l'un de l'autre. Je crois que après, on peut discuter largement sur comment les droits de l'homme sont positionnés dans ces programmes et que ce qui s'est depuis 2012 et puis les dernières 2 années dans la FP 2030 et quelle sera l'intention qu'on aura en tant qu'organisation. Je crois que ça fait partie de notre engagement et, euh, et peut-être on peut informer à nos partenaires et comprendre que les droits de l'homme font partie de l'APF. Il y a bien sûr des éléments essentiels que je pense vont nous aider à nous et nos partenaires pour programmer ce qui est nécessaire dans ce travail. Donc, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps qu'on comprenne que les droits de l'homme font partie de ce programme, non seulement en tant que mouvement, mais il faut absolument qu'on continue à accélérer notre travail pour avoir un futur de la PF. Je vais donner plus d'informations, Ben, tout à l'heure dans cette réunion, donc je veux vous remercier encore une fois. Mais avant de quitter, je veux dire qu'on a vu beaucoup d'appui qui prévient de la FNUAP dans cette partenariat. On est tellement avec l'appui de la part de USAID et la Fondation Bill and Melinda Gates, quelques institutions et les organisations des droits qui vraiment ont utilisé toutes leurs ressources et leurs pensées pour s'assurer que le programme va mesurer la mise en œuvre va être menée correctement pour arriver à nos buts. Merci beaucoup. Merci, Samu, pour vos interventions très pertinentes et pour votre dynamique très énergique. Et maintenant, je vais passer la parole à Ellen Starbeld, qui est la directrice du Bureau de population et de la santé reproductive chez l'USAID. Ellen, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tout le monde et merci Ben. Au cœur de la planification familiale basée sur les droits est la personne qui doit faire face à des obstacles dans sa vie et qui doit pouvoir s'appuyer sur ses droits, y compris le nombre d'enfants qu'elle va avoir, la méthode de contraception et l'accès à la contraception. Chacun d'entre nous, nous sommes cette personne. Quelle que soit notre identité, notre lieu de résidence, notre famille, notre situation de handicap ou manque de handicap, nous connaissons tous ce genre de situations et les barrières associées, les barrières aux droits. Les institutions qui soutiennent et mettent en œuvre les programmes de planification familiale doivent remplir un devoir basé sur les droits en matière de planification familiale. Chez l'USAID, nous avons incarné notre engagement envers la planification familiale basée sur les droits avec un esprit de volontarisme et le consentement consenti est libre. Et ces valeurs sont à la base de notre approche. En tant que barre de fonds bilatéral plus important au programme de planification familiale et un partenaire dans le partenariat Ouagadougou et le programme à l'horizon 2030, l'USAID s'engage envers l'accessibilité, l'acceptabilité et l'abordabilité dans le cadre des programmes de planification familiale. Chacun de ces éléments constitue un pilier d'un programme de planification familiale complet. Alors, quel est notre focus? Concrètement, il s'agit des choix et l'autodétermination. Nous investissons en de nouvelles méthodes de contraception avec un focus sur les méthodes abordables et faciles à utiliser dans des lieux à faibles ressources pour que les particuliers aient accès à toute une gamme de méthodes contraceptives qui sont en adéquation avec leurs besoins à tous les stades de la vie. Nous améliorons les démarches de la livraison, l'accessibilité et l'abordabilité des méthodes au niveau des pharmacies et des cliniques pour que les clients aient plus de choix. Nous profitons
profitant des analyses des données, par exemple le Data Planning Van, qui améliore toute la chaîne d'approvisionnement pour améliorer l'accès aux produits voulus par le client au moment où il souhaite y accéder. Nous améliorons également les solutions numériques pour qu'un client puisse éviter de visiter le médecin même. Nous mettons l'accent sur les services pour les adolescents et des programmes qui sont en adéquation avec les besoins des jeunes. Nous renforçons les capacités des prestataires pour améliorer les qualités des échanges clients-médecins et pour éliminer les partis pris. Et nous impliquons les jeunes eux-mêmes dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des démarches. Mais les individuels ne prennent pas des décisions dans un vide. Nos choix sont influencés par les attentes sociales, par les normes de genre, par les institutions avec qui nous échangeons. Et donc, nous soutenons les programmes d'évaluation des normes pour faire progresser les normes de genre qui sont en mesure d'entraver l'accès aux outils de planification familiale ou reproductive ou qui renforcent des pratiques nocives. De plus, nous mettons l'accent sur les institutions. Nous investissons en des efforts de plaidoyer pour changer les politiques qui contraignent l'accès et nous essayons d'améliorer les sources de financement. Bien sûr, il y a beaucoup de chemin à faire pour vraiment faire avancer les programmes de planification familiale basés sur les droits. Nous devons aller au-delà des méthodes de contraception. Nous devons améliorer la qualité et mieux comprendre les différentes positions des parties prenantes. Et nous devons mieux faire appliquer les politiques qui sont déjà en place. Nous devons mieux échanger autour de la planification familiale basée sur les droits. Et nous devons voir comment ces échanges peuvent jouer un rôle pour adapter les sociétés au changement climatique et pour renforcer la résilience face aux futures pandémies et pour faire avancer tous les ODD. La conférence internationale de 1994 a mis le client au centre de tous les procès. On a remplacé le processus du haut vers le bas par un processus du bas vers le haut. Et la fondation du partenariat de Ouagadougou et puis le sommet sur la planification familiale qui a entraîné le programme PF 2020 a redéfini le focus de notre projet. On a rétabli certaines valeurs et de nouveaux projets et nous avons des collaborateurs dans ce projet, y compris les organisateurs de ce programme parmi nous. Et on a établi un ensemble de principes qui ont éclairci ce que c'est mettre en œuvre et opérationnaliser un programme de planification familiale basé sur le droit. Et ces principes continuent à façonner notre approche pour notre programme à l'horizon 2030. Chez l'USAID, nous restons engagés envers une approche basée sur le client et envers un programme de planification familiale basé sur les droits. Le fournir les méthodes et les informations de qualité, fiables et accessibles pour tous. Merci Hélène, merci beaucoup. Maintenant, nous allons diffuser une vidéo, mais avant de passer à la vidéo, je tiens à reconnaître tous les partenaires de partout dans le monde qui se sont rendus disponibles pour cette réunion. Et je tiens à souligner l'importance de ces enjeux dont on discute. Et l'importance de ces enjeux est vraiment soulignée par le fait que Natalia Cannon, qui est la directrice exécutive de l'UNFPA, est également parmi nous. Donc, Natalia, c'est un grand plaisir de savoir que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais maintenant passer la parole à Emma, si vous voulez bien mettre la vidéo. Ce sera Anne Stars, la directrice de la planification familiale chez la Fondation Bill and Melinda Gates. C'est parti. L'interprétique, pour l'instant, il n'y a pas de son. Merci de patienter. On est en train de régler un problème technique avec la vidéo. Yeah, we cannot hear
Effectivement, on n'entend pas. Emma, ah voilà. Bonjour. Pour ceux que je ne connais pas, je m'appelle Anne Stars et je suis directrice de PF chez la Fondation Bill and Melinda Gates. Si je ne peux pas participer en direct à l'échange, j'ai le plaisir d'annoncer que nous sommes des partenaires au programme 2020 et que j'ai l'honneur de lancer la discussion sur la PF basée sur les droits. Ces discussions communautaires sont essentielles pour faire avancer les priorités de la PF basée sur les droits. Depuis 1994, on a travaillé sur ce projet. Nous avons eu des conférences en 2016 et 2017 pour créer le cadre pour un programme de PF volontaire basé sur le droit. Cette année, nous aurons la conférence plus tard cette année, c'est la première conférence depuis 2019 à ce sujet, pour orienter nos prochains projets. Vu la situation de la pandémie et les circonstances actuelles, cette question de PF est primordiale. Les partenaires ont été très agiles et créatifs pour faire avancer notre mission commune de garantir l'accès à la contraception pour tous et que les jeunes et les femmes puissent prendre des décisions informées et consenties concernant leurs propres avenirs. Comme nous le savons tous, une approche basée sur les droits intègre beaucoup plus que l'accès à la contraception. Il s'agit également de faire en sorte à ce que les femmes et les filles connaissent leurs options et qu'elles bénéficient d'un soutien pour prendre des décisions informées et consenties sur les méthodes qu'elles souhaitent employer. Il s'agit aussi d'une manière de traiter les personnes à la pharmacie. Il faut être à leur écoute, il faut les traiter avec dignité et respect, sans parti pris, quel que soit leur âge, leur race, leur genre et leur état civil ou leur classe sociale. Il s'agit de fournir toute une gamme abordable de méthodes contraceptives et de faire des recherches et développement sur de nouvelles méthodes pour que les individuels puissent prendre les décisions de manière claire. Il s'agit aussi de trouver de nouvelles méthodes qui sont accessibles, de les rendre disponibles. Et enfin, il s'agit d'étudier la question de si les politiques respectent les droits des individuels, de prendre des choix et d'exercer leurs droits concernant leur fécondité et concernant la contraception. Chez la Fondation Gates, nous sommes convaincus que notre travail doit être basé sur les choix des individus. Nous devons être à l'écoute des femmes et des jeunes lorsqu'ils nous parlent de leurs besoins. Notre stratégie de PF est vraiment axée sur ce concept. Il faut être à l'écoute des jeunes et des femmes et répondre à leurs besoins, leurs envies et leurs préférences. Pour atteindre un monde plus égal, il faut faire en sorte à ce que les femmes et les filles bénéficient d'une autonomie au niveau de leur corps et de leur avenir. Ça, c'est un pilier de notre stratégie. Il faut développer de nouvelles options contraceptives puisque de nombreuses méthodes aujourd'hui ne sont pas en adéquation avec les besoins des filles. Près de 40% des femmes qui emploient une méthode de planification familiale arrêtent de l'utiliser en moins d'un an à cause des préoccupations associées à cette méthode. Il faut répondre aux préférences des femmes et des filles et donc nous fournissons toute une gamme de produits qui leur autonomisent pour prendre le contrôle de leur propre santé sur leur propre calendrier. Par exemple, les auto-injections, des pilules de contraception qui se prennent une fois par mois ou sinon des patchs. Ces méthodes peuvent être auto-administrées à la maison, ce qui est encore plus important en contexte de pandémie. Même si on avait tous les bons produits, il resterait quand même de nombreuses barrières. Notre stratégie est en train de tester de nouvelles approches pour renseigner les personnes, pour apporter les produits contraceptifs dont elles ont besoin, pour gérer leur santé reproductive là et où elles veulent. Par exemple, selon les données, les jeunes, et notamment les filles, préfèrent aller à la pharmacie pour avoir les produits de contraception, puisque c'est un lieu plus privé. Par contre, dans de nombreuses régions où nous intervenons, l'accès reste une barrière. Les femmes et les filles et les personnes non binaires font face à des barrières sociales qui les empêchent de prendre des décisions pour elles-mêmes. Donc, la nouvelle stratégie de la Fondation est basée sur le fournir des produits de manière très accessible pour répondre aux barrières sociales qui peuvent entraver l'accès à la contraception. Par exemple, nous explorons le modèle
d'échange des pairs pour échanger avec les jeunes en Afrique, pour relever les barrières de genre et les barrières sociales et les mythes et les idées reçues qui peuvent entraver l'emploi des méthodes contraceptives. Notre travail est extrêmement lié à notre travail de planification familiale et de nos échanges avec les décideurs. Nous savons que lorsque les femmes et les filles ont accès aux méthodes contraceptives, elles sont plus susceptibles à poursuivre leurs études, de trouver un emploi et de sortir leur famille de la pauvreté. L'APF touche non seulement les femmes et les filles, mais touche également les communautés, les économies et crée des avenirs plus équitables pour tous. Merci encore de m'avoir donné l'occasion d'intervenir aujourd'hui. Merci. Au nom de tous, merci. Merci à Anne et merci à la Fondation Bill et Melinda Gates. Merci pour vos propos très inspirants. Alors, dans la deuxième partie de cette séance d'ouverture, nous allons poser une question de réflexion. Et je vais poser la question à chacune des panélistes. Quelles évolutions politiques, sociales ou sanitaires est-ce que nous avons connues depuis 2019 qui ont touché les droits humains dans le contexte de la planification familiale? Et tout d'abord, je vais commencer par Dr. Samu, qui va partager ses réflexions. Dr. Samu, vous avez la parole. Formidable. Merci beaucoup, Ben. Merci, chers collègues. Merci, Hélène. Merci, Gifty. Merci pour ces propos très inspirants. Je pense que cette question autour de ce qui s'est passé au cours des dernières années en matière politique, sociale, sanitaire, qui pourrait toucher les droits humains est important. Il y a cette tentation de commencer par le très récent passé, ou voire le présent, c'est-à-dire la pandémie COVID-19. Et effectivement, je pense que la pandémie COVID-19 a mis en évidence certains éléments, par exemple l'inégalité des sexes, qui a été vraiment mise en évidence, ou alors des inégalités, d'autres enjeux sociaux. Et je suis sûre, bon, pour moi, l'échange autour du COVID-19 devrait examiner en plus de détails les chiffres et ce que signifient les chiffres globalement. Et aussi, il faut en tirer des enseignements pour améliorer nos programmes en matière de PF. Je pense que ce sont des enjeux clés qu'il faudrait étudier plus. En même temps, dans de nombreux pays où nous vivons, par exemple, hier, on discutait de cette question de troubles sociaux et dans de nombreux pays, notamment en Afrique et ailleurs, là, on connaît du trouble social et politique. Ce genre de conflit est un problème pérenne partout dans le monde et donc nous devons améliorer nos programmes pour mettre l'accent sur les droits humains dans le contexte humanitaire parce que ce sont des contextes émergents. Et de plus, ce qui renforce cet effet, vous avez le changement climatique. Et cela aggrave les crises humanitaires que nous constatons à travers le monde. D'après moi, il existe un défi autour du financement et nous constatons ce problème un peu partout dans le monde en matière de SDSR en général et plus spécifiquement en matière de planification familiale. Et nous sommes conscients du fait que si on n'aborde pas cette question, si on ne relève pas cette barrière, c'est-à-dire si on n'aborde pas l'engagement des bailleurs de fonds ou les sources de financement domestiques ou de comment on peut cibler nos programmes de planification familiale pour cibler les droits et la santé reproductive au sein de nos programmes ou au sein d'autres programmes de financement. Tant qu'on ne fait pas tout cela, nous n'allons pas réaliser nos objectifs. Je vais m'arrêter là pour l'instant pour passer la parole à mes collègues. Dr. Samu, merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Gifty encore une fois parce que la question est quels changements ont pris place depuis 2019 et ont eu un effet sur les droits de l'homme en ce qui concerne la planification familiale. Gifty, merci beaucoup Ben et merci Dr. Samu. Donc, on dit en entrant dans la dernière décennie, le monde fait face à beaucoup de crises.
qui affectent surtout les femmes et les jeunes filles. Ces changements sont très clairs maintenant. Comme Samu vient de dire, le changement climatique, les inégalités économiques et des conflits sociaux et politiques et des pandémies incluses Covid prennent place contre cette violence qui n'arrête pas de monter et qui pousse et qui confronte les droits de l'homme. Et donc, dans notre mandat, il faut absolument qu'on investisse dans le travail des droits de l'homme. Les Nations unies, en 2020, avaient appelé à l'action des droits de l'homme et ont montré leur engagement et la déclaration des droits de l'homme. Et ils ont souligné que les droits de l'homme sont la responsabilité de chacun, chacun de nous ou chacun des personnes dans les Nations unies. Il faut absolument faire tout ce qu'on peut faire au niveau national et mondial. On reconnaît à la FNUAP que l'égalité du genre et l'égalité sociale sont critiques pour faire face à ces défis complexes. Et c'est pour cela qu'on est en train de collaborer de manière active avec nos partenaires, surtout les leaders et nos partenaires mondiaux pour faire un changement et donner des réponses dans les paramètres humanitaires et sociaux. Et c'est crucial pour nous. On pense que arriver à une santé reproductive et sexuelle universelle va promouvoir et protéger les droits et la participation inclusive des femmes, des jeunes filles et des jeunes, mais surtout les filles adolescentes. Donc, accélérer ces actions spécifiques à travers des programmations humanitaires sont vitales. On doit assurer que tous les programmes de l'APF et services sont basés sur les droits humains et permettent à tout le monde d'avoir accès à ce service. Il faut absolument qu'on s'engage à le faire aujourd'hui et chaque jour. Merci. Gifty, merci beaucoup. C'est mon plaisir maintenant de poser la même question à Ellen Starbird. Quels changements ont pris place en 2019 qui ont affecté les droits de l'homme dans le contexte de l'APF? Merci. Pardon, donnez-moi une seconde. J'ai quelques problèmes techniques avec mon ordinateur. Donc, je crois que le changement principal que je suis sûre que tout le monde a reconnu, c'est le changement de l'administration américaine avec la Biden-Harris, l'administration Biden-Harris. On a une nation qui est très engagée aux droits de l'homme et pardon, et l'habilitation. Pardon, donnez-moi une seconde, j'ai toujours des problèmes avec mon ordinateur. Ellen, on peut, si vous voulez, on peut passer à quelqu'un d'autre et puis on peut passer à la deuxième. Non, 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 c'est bon, je suis prête. Merci. Désolée, je suis vraiment désolée. Donc, comme j'étais en train de dire que l'administration Biden a vraiment ramené un grand changement et donc on donne la priorité à tous ces priorités dans les systèmes humanitaires. L'administration est très engagée pour protéger les droits reproductifs universels des femmes et jeunes filles, comme le président Biden a signalé maintes fois, inclut la protection des systèmes politiques du monde, la restauration des contributions des États-Unis à la FNUAP, la stratégie des droits du genre, et de manière domestique et internationale. Donc, USAID, on travaille pour assurer que l'accès à l'APF volontaire et la santé reproductive est reconnu et que ce soit un composant clé et qu'on peut rendre ça une réalité. Et donc, on est engagé dans des espaces internationaux. On est plus présent que l'autre administration qui était ici auparavant. Et je crois qu'on aura un bon résultat
résultats envers l'avenir avec un bon espace pour la planification familiale, en dépit de tous les défis auxquels on fait face. Et on a référencié tout à l'heure, inclus la COVID, bien sûr, et dans les paramètres humanitaires pour s'assurer que toutes les femmes et jeunes filles et tout le monde vraiment est dans une position de pouvoir participer pour avoir un meilleur monde pour nous tous. Merci. Merci. Ce sont des temps assez défiants, mais c'est bien de savoir le côté positif, les éléments positifs qui sont en train de nous aider dans ces efforts. Emma, si c'est possible, de répondre à la réponse à cette question. C'est difficile d'imaginer n'importe quelle réponse inclut COVID à cette question. Et bien sûr, il y a eu un impact sur l'égalité des droits de l'homme. La pandémie a affecté de manière disproportionnée le monde et les femmes et les jeunes filles ont vraiment payé le coût. Elles ont dû prendre plus de responsabilités et n'ont pas pu revenir au travail en même temps que les hommes. Et donc, les fonds aussi ont été utilisés pour la réponse de COVID surtout. Et donc, les bailleurs de fonds ont appuyé cela. Et bien sûr, cela a mené à plus de mortalité dans les dernières décennies. Les gouvernements et les partenaires de l'APF ont vraiment répondu à ce défi en innovant et adaptant pour répondre aux besoins de contraception pour les femmes et jeunes filles, par exemple. Maintenant, on donne un paquet de 3 mois et le Madagascar a donné des auto-injections, méthode de conception pour les femmes. Et donc, le propos est de pouvoir donner ces services de manière gratuite. On continue à avoir des changements politiques signifiants pour avoir une santé digitale, pour faciliter la tâche aux femmes qui ont besoin d'avoir accès à ces services. C'était vraiment un plaisir de voir comment les entrepreneurs ont pu faire ces changements et ont embrassé ce changement en fait. Et on a hâte de voir plus d'innovation envers le futur. Au nom de tous, merci Gat et la Fondation Bill et Melinda Gates pour ces remarques. Maintenant, c'est un plaisir pour moi de remercier tous les panélistes pour leurs mots inspirants et de partager leurs pensées. Ceci conclut la session. Merci à tous les panélistes, Dr. Dubé, Dr. Adiko, Dr. Starbird et Anne Stars. Maintenant, c'est mon plaisir de donner la parole à Lynn. Merci à tous. Lynn, vous prenez la parole. Merci, Ben. Avant de partir à notre prochain panel, on va changer les choses maintenant. C'est très difficile. Ça fait plaisir de voir tous les gens ici dans ce panel et ça serait magnifique d'avoir une conversation avec vous tous. Donc, on pensait que ce serait bien de voir quelles sont vos pensées sur les défis auxquels on a fait face. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, faire clic sur ce lien, menti.com, et mettre le code sur la diapo ici et dire en un ou deux mots, quelle est la barrière la plus large à la PF basée sur les droits dans votre pays. Cela nous donnera une bonne idée en temps réel des défis auxquels vous faites face pour qu'on puisse parler de ce qui est disponible pour les leviers ou les aider. Donc, j'espère que vous pourrez tous faire cela et on va voir ce qui va ressortir de la part de Word Cloud. Les normes sociaux, c'est incroyable.
Magnifique. Donc, je vois qu'on a les normes sociales qui est une catégorie assez grande de stigma, le biais, la pauvreté, discrimination, plus de normes sociales. Parfait. Il y a beaucoup de problèmes différents, mais on peut parfaitement voir combien d'entre eux, oh wow, il y a beaucoup, hein? Je crois qu'on a une bonne idée, mais je vois que ça a à voir avec l'accès, les normes sociales et le biais des prestataires. C'est très bien, c'est très, très bien. Donc, je pense qu'on va entendre plus sur ça. On va entendre plus sur cela dans notre prochain panel. Donc, je passe la parole à mon collègue, l'association de travail Jan Kumar, qui va présenter les panélistes et elle va nous aider à comprendre comment faire face à ces problèmes et pouvoir faire du plaidoyer. Merci beaucoup. Est-ce que les autres panélistes sont ici? Si vous pouvez ouvrir votre microphone. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de présenter le prochain panel qui va se concentrer sur les défis et les solutions pour avancer les droits de l'homme dans les programmes de l'APF au niveau du pays ou bien du projet. Notre but spécifique est de partager avec vous des exemples concrets de partenaires dans des différentes régions, ce qui concerne les droits de l'homme et comment ils sont intégrés dans les programmes de l'APF. Dû au temps limité, les contributions ne seront pas exhaustives, mais j'espère qu'elles seront constructives pour nous tous. On va entendre des perspectives de la part des panélistes distingués. Modibo Maïga, qui est le directeur régional pour le HP+, en Afrique de l'Ouest, le projet qui est basé à Palladium. Ramatou Daroda, qui est le conseiller régional de l'APF, de la FNUAP, dans le bureau régional de Sud-Afrique et l'Afrique de l'Est, et Souvik Pine, qui est agent du programme, le directeur de la Fondation des jeunes pour la capacité de leadership des jeunes. Avant de commencer, je voudrais signaler que si vous pensez des questions, je vous encourage à les mettre sur le bouton Q&A sur votre écran et s'il vous plaît, indiquez à qui est adressée la question après d'entendre de la part de tous les panélistes. On peut répondre toutes les questions si c'est possible, mais on va collecter et considérer toutes les questions pour aider à former le prochain plan pour la planification familiale et les droits de l'homme. Alors, maintenant, on va commencer avec le panel. Alors, je vais poser quelques questions de réflexion et chacun des panélistes va répondre à chaque question. Nous cherchons des exemples concrets de vos expériences régionales. Donc, voici la première question. Quel type de résistance avez-vous rencontré au sein de vos institutions ou chez vos partenaires dans le cadre de la promotion d'une approche de planification familiale basée sur les droits? La deuxième question, comment est-ce qu'avez-vous pu relever ces barrières? Donc, peut-être que Modibo peut commencer. Vous allez donner des réponses à chacune des deux questions avant de passer aux deux panélistes suivants. Donc, Modibo, vous avez la parole. Merci. Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce webinaire très important. Je tiens à vous remercier, Sophie aussi, toute l'équipe. Aussi, je voulais mentionner notre directrice Sonita, qui est également avec nous, et mes collègues, tous mes collègues, Carole, entre autres, pour toutes leurs suggestions et conseils. Merci aussi à mes collègues en matière de politique sanitaire pour tout leur soutien. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous faire une remarque plutôt positive. Je tiens à remercier tous les bailleurs de fonds
Par exemple, l'USAID, l'UNFPA, l'AFP 2020, Bill and Melinda Gates, le partenariat Ouagadougou. Merci pour tous vos efforts, tous les efforts que vous avez consacrés aux différents projets dans nos pays. C'est vrai que les circonstances ont changé et notre progrès peut être lent, mais quand même, on voit des évolutions importantes en matière de planification familiale, et ce depuis les 7 ou 10 dernières années. Alors, effectivement, il existe des barrières et des défis, certainement. Et le premier que je voulais souligner est la question de comment on peut atteindre la communauté, notamment en zone rurale et éloignée, et les personnes qui vivent en zone rurale. Comment s'assurer que la planification familiale soit présente là-bas? Comment s'assurer que les programmes soient présents? C'est un gros défi pour les décideurs. De plus, comment respecter et privilégier le choix du client? Parce que des fois, nous avons des choix contraints. Dans de nombreuses régions, souvent dans des lieux éloignés, souvent il y a seulement 2 méthodes disponibles. Et là, il faut vraiment mettre l'accent sur les droits en matière, au niveau de la planification familiale. De plus, il faut atteindre la jeunesse dans toutes ces régions. Il faut assurer un accès auprès de ces jeunes parce que souvent, il y a des barrières financières. Et puis, vous avez la question du genre. Comment s'assurer que les hommes soient nos partenaires dans ce domaine? Comment s'assurer que les personnes en situation de handicap aient accès et puissent bénéficier de leurs droits? Et dans certaines zones, il existe des défis relatifs aux stratégies politiques parce que la planification familiale est vraiment axée sur les femmes mariées. Donc, comment changer de priorité ou d'ajouter la priorité des femmes non mariées? Donc, il faut consacrer plus de moyens financiers à cette question. Ce sera un élément clé pour le développement des stratégies. De plus, nous travaillons dans notre organisation dans un contexte très conservateur. Il est difficile de relever toutes les barrières, mais comme je l'ai déjà dit, nous avons fait du progrès depuis ces dernières années. Merci beaucoup. Thank you, Modibo. Merci, Modibo. Ramatu, j'aimerais vous demander de répondre à la même question. Est-ce que vous pourriez parler des défis principaux et les réussites que vous avez connues? Qu'est-ce qui a bien marché pour contourner ces difficultés? Ramatu, veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes en mode sourdine. Pardon. Merci, Jan, et merci à tous et à toutes d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, parmi les barrières au sein de l'UNFPA, c'est l'agence onusienne avec un mandat pour protéger les droits de la santé reproductive. Et là, on met l'accent sur les principes de l'égalité, la non-discrimination, la qualité de la programmation et des approches basées sur les droits humains. Là, on l'a identifié comme élément accélérateur de notre plan pour renforcer les compétences et les capacités et pour accélérer les processus vers la réalisation de notre objectif. Donc, nous avons de multiples volets dans notre approche au sein de notre programme. Alors, dans les pays, au niveau régional et aussi au niveau régional, notre expérience a été la suivante. Il n'y a pas suffisamment de compétences en matière de droits chez les prestataires et chez les organisateurs des programmes. Et donc, cela entrave l'approche basée sur les droits. Et bien sûr, il y a des fausses idées reçues, une résistance au concept de droit en tant que tel, parce qu'on estime qu'il s'agit de la promotion de l'avortement, une promotion de la promiscuité.
Et puis, encore une fois, il y a la résistance politique. Il y a des cultures conservatrices, des pratiques conservatrices où les filles ne bénéficient pas d'une autonomie corporelle et ce sont également des barrières. Un autre aspect, c'est le domaine de financement. Alors, dès qu'on met en œuvre un programme, on a besoin de financement. Et des fois, on ne priorise pas le financement pour les programmes de planification familiale. Et une analyse d'une approche basée sur les droits a entraîné le développement d'un cadre volontaire complet qui a permis d'établir une compréhension commune de l'approche planification familiale basée sur les droits, l'identification des points forts et faibles en employant des outils d'évaluation que nous avons élaborés. Et cela a permis de proposer des actions pour combler les écarts identifiés. Alors, plus spécifiquement, au niveau régional et au niveau des pays, il s'agit d'une certaine mesure de coopération en matière de planification familiale basée sur les droits, l'évaluation, la redevabilité aussi. Merci et je m'arrête là. Merci, Ramatu. Maintenant, Souvik, est-ce que vous pouvez répondre à la même question, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Merci, Dan. Merci de m'avoir donné l'occasion d'intervenir. Donc, dans mon contexte, nous avons déjà constaté, oui, certaines barrières. Par exemple, globalement, vous avez la dépriorisation des services contraceptifs. Du point de vue politique, non seulement il y a des cibles officielles, mais il existe aussi une approche instrumentaliste qui nous conduit vers certaines catégories démographiques. De plus, on met l'accent, bon, l'œil sur lequel on considère les méthodes contraceptives est très contrainte. On ne prend pas en compte forcément les risques associés à des différentes méthodes de contraception. Et au niveau communautaire, il y a beaucoup de résistance à l'acceptation de ces méthodes. En tant qu'organisation, nous avons essayé d'atteindre les jeunes, mais c'est difficile dans ce sens. Il existe beaucoup de stigmatisme au niveau de l'acceptation de la sexualité des jeunes. Et bien sûr, il y a un retour en flamme de la part de la communauté. Donc, il existe beaucoup de défis et de barrières. Et aussi, vous avez le cadre juridique dans notre pays. Parce que malheureusement, notre cadre juridique criminalise dans certains cas même certains actes sexuels consentis. Et au niveau de la mise en œuvre, il existe des défis aussi. Il y a le cloisonnement de différentes pratiques de programmation. Par exemple, dans notre contexte, les programmes pour les adolescents est distinct du service planification familiale. Il existe des orientations et des convergences, mais en fait, sur le terrain, on ne voit pas suffisamment de coopération. Du coup, vous avez des fractures au sein du système. Et cela crée des fractures au niveau de l'accès aussi, et cela entraîne des barrières à l'accès. Donc, nos services sont trop cloisonnés et la chaîne d'approvisionnement est trop fracturée. Donc, souvent, nos efforts ne sont pas harmonisés. Cela entraîne encore des barrières, notamment au niveau des droits des personnes marginalisées. Alors là, ce sont parmi les barrières que nous avons connues et nous essayons de les contourner en travaillant sur le côté de l'engagement. Ou des fois, on essaie de prendre des décisions globales, d'influencer la politique au niveau global pour changer la donne sur le terrain. Et on a essayé de trouver de nouvelles voies pour engager les parties prenantes et pour harmoniser leurs approches et pour garder cette approche basée sur les droits humains au niveau de la planification familiale. Alors, je vais m'arrêter là et je peux approfondir plus tard si vous voulez. Merci, Souvik.
Et maintenant, on va passer à la deuxième question. À votre avis, quel est l'élément d'entrée ou l'action le plus important pour s'assurer que les droits humains soient intégrés au programme de planification familiale? Et maintenant, on va commencer par l'intervention de Ramatu. Merci, Jan. Alors, il faut parler de la priorisation des droits humains au niveau de la planification familiale et dans les plans de développement international, dans les programmes de développement, y compris en situation humanitaire, que ce soit en rapport avec le changement climatique, les crises, la pandémie, etc. Ça, c'est essentiel. Et puis, l'allocation des ressources. Il faut harmoniser les efforts, il faut surveiller les résultats, la conformité avec les obligations, avec les devoirs en matière des droits humains. Et puis, au niveau des partenaires, et notamment les institutions des droits humains, par exemple, la Convention sur les droits humains, les déclarations sur la non-discrimination à l'égard des femmes et même les déclarations à l'égard des droits des enfants. Ce sont des éléments essentiels. Il faut aussi engager la société civile, les défenseurs des droits humains, les groupes des droits humains, les groupes féminins pour construire un mouvement de soutien en faveur de l'accès de la part des femmes aux outils de planification familiale. Au sein des programmes, il est important d'intégrer une approche basée sur les droits humains avec les données existantes, avec les outils d'évaluation existants, parce que cela permet d'accéder aux données et permet de mettre l'accent sur le plaidoyer et la sensibilisation. Bien sûr, vous avez le renforcement des capacités à travers tous les efforts, que ce soit de la part des parlementaires, des organisations de la société civile. Et aussi, il y a l'importance de la recherche et la diffusion des bonnes pratiques et la coopération sud-sud. Alors là, ce sont les éléments d'entrée les plus importants pour assurer une bonne intégration de ces pratiques dans nos programmes. Et il faut vraiment rendre une priorité la planification familiale basée sur les droits à travers tous les efforts de l'État. Merci. Merci, Ramatu. Et maintenant, Shovak, est-ce que vous voulez bien répondre à cette même question? À votre avis, quel est l'élément d'entrée ou l'action le plus important pour s'assurer que les droits humains soient intégrés au programme de planification familiale? Je crois qu'il n'y a pas vraiment une solution magique, unique. Donc, il doit y avoir l'interprète n'entend pas très bien, le son n'est pas très bon. Je crois que je dirais de la part de la perspective des utilisateurs, les approches dans le panier des interventions est nécessaire pour qu'il y ait l'accès à ces droits, actions liées à l'éducation, inclut les contraceptifs d'urgence et accès à des avortements sécuritaires pour assurer que chaque personne a l'information dont ils ont besoin et qu'ils ont accès à ces services et qu'on ait des centres pour les droits de l'homme qui respectent les utilisateurs et ils font des programmes. Voilà notre perspective. Merci, merci beaucoup. Et Mariba, on voudrait entendre votre perspective. Qu'est-ce que vous pensez que c'est l'action ou l'intrant le plus important? Merci beaucoup. Je pense que dû aussi à l'engagement très fort de la part de la communauté internationale et tout l'appui qu'on reçoit de la part de USAID 2020, Bill Melinda Gates et aussi les outils qu'on a développés pour les utilisateurs pour plaidoyer fortement pour prendre en charge et prendre en compte l'APF basée sur les droits de la femme ou les droits de l'homme. Je peux dire que la première innovation qui a parlé beaucoup des droits ou bien
ou bien l'APF basée sur les droits de l'homme. Mais la deuxième génération, basée sur toute information qu'on a reçue de la part de l'APF 2020 et avec notre partenariat avec USAID, est aussi basée sur ce cadre très important développé par la FNUAP. On a pu convaincre les gens de comprendre que c'est très important de faire partie de tous les CIPs. Et donc, non seulement donc, ils ont dans chaque région 5 ou 6 programmes dédiés à aux composants de la livraison des services et le composant politique et social. Donc, voilà ce qu'on est en train de faire. Et aussi, on a sur la vidéo, on a une adolescente très vibrante qui est aussi en train de plaidoyer pour les droits pour assurer qu'on est en train de prendre tout cela en considération, bien sûr. Donc maintenant, la question aussi est qu'on a besoin d'un engagement politique très fort pour assurer que cela va être mis en œuvre, pour assurer aussi qu'on va pouvoir mettre ça en œuvre et qu'il y ait des méthodes de contraception partout. Et il faut aussi qu'on comprenne qu'on doit aussi mettre à la disponibilité des gens les injectables et bien sûr faire face aux défis qu'on a. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le panel entier pour leur aide d'illustrer ou clarifier la complexité de ce thème et le fait que les droits de l'homme font partie de tout ce qu'on fait. Ce n'est pas vraiment un problème de livraison, c'est révisé au niveau politique, communautaire et de livraison de services. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut prendre pour avancer et protéger les droits de l'homme dans nos programmes de l'APF. Donc, les peu de minutes qui nous restent, je voudrais répondre à quelques questions de la part des participants. Karen, je vais vous demander de, s'il vous plaît, organiser un peu les questions. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez mettre plus clairement? Oui, j'aimerais bien commencer avec une question qui est sortie sur l'utilisation de la contraception pour prévenir une grossesse versus plaisir. La question est comment est-ce qu'on peut déstigmatiser le concept de plaisir comme le parti des droits de l'homme? Donc, je crois que c'était dirigé à vous, Cheveket. Je ne sais pas si vous voulez répondre, pour qui d'autre Sure. I mean, I voudrait can répondre à give cette my thoughts, and question. definitely would request other panelists to add to this. I think one is definitely having like anger L'interprète in n'a pas de many son. conversations that are Désolé. to give an example in many communities, say child marriage in itself is a big issue they're grappling with the society and the other Notez institutions. on a un problème de mariage de précoce d'enfants et Further donc conversation peut-être que l'utilisation de ça that pour avoir topic. plus de conversations et dans ces conversations se concentrer sur decisions, having knowledge about l'importance de ces agences pour pouvoir prendre ces décisions et avoir ces informations et puis aussi répondre à ces questions. Aussi, les communautés qui ont peur d'avoir ces conversations parce que peut-être qu'ils pensent que ça pourrait mener à des comportements non appropriés et donc vraiment trouver le point commun pour les parties prenantes et les communautés pour qu'ils s'engagent et appuient cette conversation de manière plus profonde. Dans notre expérience, on a vu que ça marche. Donc ça, c'est une manière de le faire. Merci beaucoup. Ramatou ou Modibo, est-ce que vous avez quelque chose? On a plus de questions. Vous n'avez pas à répondre, mais si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Oui, je voudrais dire que partout dans d'autres pays et à travers les autres programmes et communautés, ça dépend
On a parlé, bien sûr, des normes sociales et des croyances. Donc, vraiment, pouvoir discuter de la santé des femmes. On est en train de parler de la contraception. On parle des maladies transmises sexuellement, le plaisir, masturbation, tout ça sont considérés des tabous. Donc, ça prendre, ça va prendre du courage et pouvoir parler de ces choses. Je crois que en parlant ou discutant de ça avec quelques CSO, CBO, ressortir ces thèmes dans des réunions communautaires, des groupes communautaires basés sur des différents âges, quelques discussions qui ont à voir avec le plaisir, qui ont à voir avec la contraception aussi, et non seulement les grossesses. Peut-être que je peux parler d'autre chose. Notre thème, ou bien la terminologie qui ressort, pourquoi est-ce qu'on l'appelle planification familiale, pourquoi on ne l'appelle pas contraception ou bien la pilule? Je ne sais pas si on a vraiment le temps de faire partie de ces discussions très importantes. Donc, je voudrais ressortir ce thème qui n'arrête pas de ressortir et ça a à voir avec les adolescents, répondre aux besoins des adolescents. Et vous avez parlé de ça dans vos commentaires, parfois même des adolescents qui sont mariés, qui ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin. Donc, peut-être, si on peut peut-être demander si on a entre vous qui pensez qu'avec cette concentration sur les droits les dernières années, est-ce qu'il y a eu des progrès? Est-ce que vous remarquez que ça devient plus facile pour les adolescents mariés ou non mariés pour avoir accès à ces méthodes de contraception, l'APF, la pilule? Est-ce que c'est plus facile ou bien est-ce que ça reste un défi énorme? Et encore une fois, je n'ai pas vraiment dirigé cette question à un des panélistes, peut-être Moribot, peut-être que vous avez une réponse. Merci pour cette très importante question. Comme j'avais mentionné au début, on a vu du progrès les dernières 5 ou 7 ans. Je crois que je veux remercier tout le monde pour cela. Donc, les choses sont en train de changer. On peut voir aussi qu'on a commencé à promouvoir un dialogue politique entre les leaders communautaires et les gens. Je crois que les derniers 20 ans, ça ne prenait pas place. Même maintenant, ça arrive. Mais petit à petit, je pense que entre eux, les leaders sont en train de comprendre qu'ils ont besoin de respecter et d'écouter et des perspectives des adolescents, même dans des régions très conservatives, dans l'Afrique de l'Ouest, mais quand même, on voit un changement. Et donc, avec l'utilisation de contraceptifs, les taux qui montent, beaucoup de choses arrivent. Le progrès qu'on voit maintenant est très différent de ce qu'on avait auparavant. Il y a 20 ans, je pense que c'est quelque chose quand même. Mais il faut faire gaffe avec la terminologie parce que dans quelques endroits, euh, même la planification familiale n'est pas acceptée. Notre politique nationale n'est pas la PF. Donc, ce sont des mots très forts. Je pense que ça serait très difficile dans quelques endroits très conservatifs. On doit plaidoyer et leur dire le pourquoi. Il faut assurer que tout le monde, tous les couples, tous les individus il y a 50 ans, on avait une conférence sur les droits de l'homme, une conférence internationale en 1968 et mettre le point sur les CPD et toutes les réunions qu'on a eues à Londres. Je crois qu'il faut assurer que les gens aient accès à ces services. Mais parfois, créer ces politiques, c'est très difficile. La terminologie pourrait être un grand problème. Il faut prendre en considération aussi les normes sociales. J'ai
vu que c'était, d'après le sondage, que les normes sociales étaient vraiment un problème très grand. Et on peut utiliser des noms locaux pour s'assurer à ce que ces gens acceptent cela. Merci. Merci, Ramatou. Shovik, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, et pour la région est-africaine, moi je dirais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, même si les besoins non satisfaits est très haut entre les adolescents. C'est vraiment le plus haut, le taux le plus haut. Donc, bien sûr, on a aussi les grossesses adolescentes physiquement dans le continent. Mais la réalité est que les adolescents non mariés ont tendance à avoir plus de de problèmes avec l'accès à ces méthodes. En termes de programmation, on a fait beaucoup pour pouvoir cibler les services RHSS, traitement et l'intégration de ces services. Et on a vu des améliorations, mais vraiment, il y a beaucoup plus à faire. Et donc, je crois que c'est pour cela que la FNUAP a ajouté ça dans leur plan stratégique pour pouvoir cibler ces lacunes et décider quelle directive prendre avec les jeunes pour s'assurer à ce qu'il ait une voie et qu'ils puissent utiliser les méthodes contraceptives, qu'ils soient célibataires ou mariés, n'importe. Merci. Et Jan, je crois que dû au manque de temps, je vous repasse la parole, mais il y a de très, très, très bonnes questions sur la boîte à conversation qui nous donne une très bonne idée pour la prochaine conférence. Merci aux participants de partager vos opinions et vos questions. Désolée qu'on ne puisse pas répondre à tous ceux ici. Merci beaucoup aux panélistes de partager vos inspirations et opinions. Avec ça, je repasse la parole à Lynn qui va partager quelques ressources avec vous. Merci, Jan. Merci à tous les panélistes aussi. Ce fut une conversation tellement intéressante. Alors, le nuage des mots que nous avons créé et regardé plus tôt a démontré de nombreuses barrières qui existent en matière de la planification familiale basée sur les droits. Et notamment, on a vu les normes sociales. Ce n'est pas étonnant, mais effectivement, les normes sociales en matière de genre, au niveau de l'accès au choix acceptable, le stigmatisme et la discrimination jouent un rôle aussi. Aussi, l'autonomisation des adolescents en particulier, un manque de compréhension de ce que c'est une approche basée sur les droits. Vous avez vu tous ces mots dans le nuage des mots. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et non seulement pour parler des droits, mais aussi pour opérationnaliser et de passer à l'acte. Alors, je vais vous montrer un modèle de comment on peut opérationnaliser les principes basés sur les droits. Et on a lancé ce projet il y a 10 ans, suite au sommet de 2012, où on a reconnu qu'une meilleure attention de renforcer les droits constitue un élément clé pour réaliser les objectifs chiffrés. Alors, au cours des 10 dernières années, grâce au financement de l'USAID, de la Fondation Bill & Melinda Gates, entre autres, ces outils ont été élaborés et mis en place au Nigeria et en Ouganda, et aussi en consultation avec l'OMS, l'ICFP, avec de nombreuses parties prenantes régionales et nationales. Donc, dans le peu de temps qui reste, je vais partager quelques outils que nous avons développés pour aider les pays à opérationnaliser ces principes de droits humains dans le cadre de la planification familiale et pour relever certaines des barrières que nous avons évoquées. Alors, si vous vous demandez ce que c'est une approche basée sur les droits en matière de PF, voici le premier outil qui répond à cette question. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, voici un premier outil qui répond à cette question et qui définit une approche basée sur les droits en langage pratique pour les organisateurs des programmes. Par exemple,
on prend les concepts et on les traduit en langage qui est compréhensible par ceux qui conçoivent et mettent en œuvre des programmes de planification familiale. Alors, le cadre complet de planification familiale volontaire et basé sur le droit permet d'avoir une image graphique des éléments essentiels qui, à l'idéal, on devrait mettre en place à tous les niveaux du système sanitaire, aussi au niveau politique, au niveau de la livraison des services, au niveau communautaire et au niveau individuel pour garantir une approche basée sur les droits. Il s'appuie beaucoup sur les principes des droits humains qui ont déjà été définis pour les informations et les services en matière de services contraceptifs par l'OMS. Il s'agit d'un texte fondamental qui permet de construire les efforts et il est disponible en anglais et en français. La deuxième ressource répond à la question de quelle manière est-ce qu'un programme de planification familiale remplit l'objectif du cadre idéal et quelles étapes est-ce qu'on peut prendre pour réaliser cet objectif. Alors là, vous avez l'outil du cadre de planification familiale et on l'a développé pour les programmes payés de l'UNFPA. En utilisant l'outil sur la diapo suivante, on peut établir et améliorer un programme payé via un processus à 8 étapes que vous voyez à droite de votre écran. Et là, vous avez un atelier à 3 jours avec les parties prenantes, par exemple. On étudie les points forts et les points faibles par rapport aux droits humains. Et cet outil permet d'avoir tous les matériaux nécessaires pour mener les ateliers. Et vous pouvez avoir des modèles que vous pouvez suivre pour mener les ateliers, pour suivre toutes les étapes. Le troisième outil que vous voyez à droite répond à la question de quelle manière est-ce que nous pouvons évaluer de manière chiffrée la mesure dans laquelle les pratiques et les conditions de prestation en matière de planification respectent, protègent et réalisent les droits humains et les principes associés. Alors, on se base sur le programme Palladium au Nigeria et l'IPFF en Ouganda. Alors là, vous avez 5 modules dans le cadre de cet outil qui permettent de renforcer les capacités en matière de devoirs dans le domaine de la planification familiale. Alors, les prestataires, les organisateurs, les installations, les comités. Vous avez un module sur la planification des actions pour répondre aux écarts. Et puis, il y a un guide animateur pour mener des formations. Puis, à droite, vous avez la 5e ressource. Pardon, le 4e outil c'était la 5e ressource. La 4e ressource permet de répondre à la question comment développer les compétences et les connaissances des prestataires de la planification familiale. Alors, ce 5e outil permet de mesurer la conformité aux principes des droits humains conventionnés. Dans le cadre de cette ressource, vous avez un outil d'audit, une évaluation cliente, une simulation d'entretien avec le client et une simulation d'entretien avec les prestataires. Et cela vous permet de faire une simulation, que ce soit un programme de contrôle, de surveillance, d'évaluation, etc. Alors, en gros, ces outils vous seront envoyés via un lien dans la boîte de discussion si vous voulez les télécharger. Sinon, vous pouvez y accéder sur le site web WhatWorks et puis aussi sur le site web FP 2030. Nous espérons que vous aurez l'occasion de consulter ces documents et que vous aurez l'occasion de les employer à l'avenir pour façonner vos efforts d'opérationnalisation en matière de planification familiale. Et s'il y a encore des outils que vous connaissez mais que nous n'avons pas partagés, n'hésitez pas à mettre des liens dans la boîte de discussion. Puisque nous essayons d'accumuler autant de ressources et d'outils que possible pour façonner nos approches à l'avenir. Donc, je vous remercie beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Mandé pour terminer la séance. Merci. Merci, Lynn. Je suis la directrice des initiatives FP 2030 et au nom de notre organisation, je tiens à remercier tous les participants pour votre disponibilité.
Je vous remercie pour votre participation active. Je tiens à remercier nos intervenants, Dr. Samou, Dr. Gifty et Hélène, tous les panélistes et modérateurs. Merci pour toutes vos analyses et merci d'avoir favorisé un esprit de collaboration et de partenariat. Et merci à nos collègues de l'UNFPA et l'association WhatWorks pour leur collaboration et pour leur leadership et pour tous les efforts pour organiser un webinaire réussi. Comme Dr. Samuel a déjà dit, l'agenda des droits constitue un élément central de l'FP 2030 et c'est un moment critique parce que les pays sont en train de travailler sur leurs engagements et de nombreux pays ont employé un langage basé sur les droits, c'est très bien. On a parlé d'élargir l'accès aux méthodes de contraception, le renforcement de l'égalité, la redevabilité, etc. Donc, ça se passe très bien, mais on a quand même beaucoup de chemin à faire. En tant que communauté, il y a tellement de choses à faire pour garantir une approche de planification familiale basée sur les droits au niveau pays. Les panélistes nous ont dit qu'il faut renforcer les capacités, il faut réduire les partis pris des prestataires, il faut aborder les barrières sociales et puis il faut mieux mesurer les droits et l'égalité, entre autres. Alors, nous espérons que les exemples des pays et les ressources que nous avons partagées vont aider les organisateurs des programmes à identifier les écarts, à définir les politiques spécifiques pour les différentes communautés qui sont nécessaires pour renforcer les programmes par le biais d'une approche basée sur les droits. Chez le FP 2030, nous avons hâte de continuer la collaboration avec les États, les bailleurs de fonds et avec vous tous pour faire progresser ce projet. Nous faisons appel à nos partenaires de la société civile à continuer à faire du plaidoyer et à mettre l'accent sur la redevabilité pour faire avancer une approche basée sur les droits en complément des éléments programmatiques. Alors, ce n'est pas la fin de l'échange. Aujourd'hui, ce n'est qu'un point de départ sur le parcours vers notre conférence en mois de novembre. Comme on l'a dit au début, nous avons hâte d'organiser une séance satellite. Ce sera un événement d'une journée entière et là, on va aborder les différentes questions que nous avons évoquées et là, on va faire le suivi de la conférence de Kigali. N'hésitez pas à faire vos contributions et vos idées sur ce à quoi la conférence doit ressembler. Donc, mettez vos idées dans la boîte à discussion ou alors prenez contact avec nous après le webinaire et on va intégrer vos retours dans la conception de l'atelier. Ceci étant dit, je tiens à vous remercier pour votre participation. J'attends avec impatience l'occasion de vous voir à l'ICFP, voire avant, et puis on va partager l'enregistrement avec vous. Au revoir. Thank you. Thanks, everyone. Merci à tous et à toutes.